Donc bonjour Guillaume et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, je suis ravi. Donc tu es membre de Génération et tu es coordinateur national et tu as été député européen entre 2014 et 2019. Oui, Aujourd'hui, ma première question, elle va porter sur le revenu universel puisque c'est une proposition qui revient dans le débat et que Benoît Hamon avait porté au cours de la campagne présidentielle et que Génération continue à porter dans le débat. On a vu que c'était le cas en Espagne. J'ai regardé en Allemagne, il y a une pétition avec plus de 400 000 signatures qui demandent ça. On a aussi le cas du fondateur de Twitter, bon, sans se bercer d'illusions, mais qui évoque ça aussi. Et on a 170 parlementaires britanniques qui appellent à une aide sans condition à mettre en place d'urgence. Donc, est-ce que déjà tu peux nous dire si le revenu universel d'existence de génération, c'est un peu la même philosophie que ça? Comment il s'applique? Comment on le finance? Et surtout, pourquoi, selon toi, c'est une réponse prioritaire à la crise sociale, sanitaire et environnementale qu'on traverse actuellement? parce qu'en fait, ça remplit un manque, mais qu'il y a d'il y a 2 siècles. Je m'explique. Quand il y a eu la Révolution française, par exemple, et qu'on a défini qu'on était des citoyens, la gauche ensuite s'est posé la question, mais c'est quoi la contrepartie de la société matérielle qui dit qu'on devenait membre de la communauté? Et comme il n'y avait pas de réponse, on est resté sur des droits dans les textes, hein, des droits idéaux, des droits politiques, etc. Mais sur la question essentiel de, en gros, la société vous assure l'existence, ça n'a jamais existé. Puis comme après, il y a le capitalisme industriel est arrivé, la gauche, elle s'est focalisée sur la question du salariat, et c'est normal, la répartition des richesses, la question du rapport de force à engendrer avec les détenteurs de capitaux, etc., etc. Mais jamais la question de, en gros, si on crée une société où nous sommes toutes et tous citoyennes et citoyens, à partir de ce moment-là, on doit nous assurer l'essentiel, le niveau basique de l'existence, ça, en fait, ça n'a jamais été compensé d'une certaine manière. Et c'est ce qu'on voit dans un temps de crise comme le nôtre. Pourquoi? Parce qu'on arrive à l'essoufflement à la fois du productivisme et de son incarnation moderne, qui est le capitalisme, et notamment le capitalisme néolibéral. Et comme on arrive à son essoufflement, on s'aperçoit que les protections sociales assises sur le travail sont importantes. Il faut les conserver, les accroître, les défendre, les moderniser, tout ce qu'on veut. Mais elles ne suffisent plus. Elles ne suffisent plus parce que comme le productivisme et l'idée de on produit toujours plus et de la croissance arrive à son terme, asseoir uniquement sur le travail la question de la protection sociale, eh bien, ça fait des trous dans la raquette. Et ces trous dans la raquette, c'est les indépendants, c'est les précaires. Ces trous dans la raquette, c'est tous ceux qui ont des parcours atypiques, les femmes, etc., etc. Les jeunes, de 18 à 25 ans aussi, évidemment. Et donc, on voit bien que se rejoint en fait une vieille question qui est la question de la manifestation matérielle de l'intégration à la société et le droit à l'existence, avec une question conjoncturelle manifestée par cette crise que nous sommes en train de vivre et qui, en fait, au-delà du Covid, démontre la fin d'un cycle profond qui n'est pas simplement le cycle du néolibéralisme, mais sans doute du capitalisme productiviste lui-même. Et donc, en ce sens, nous, ce que nous portons, c'est que la société doit l'existence à chacun et que cette existence à chacun, elle se manifeste par un revenu universel, inconditionnel à chacun. Alors après, on voit que tout le monde est en train de chercher des solutions. Et ce sont des solutions partielles. Ce qui a été évoqué tout à l'heure dans le monde et en Europe ne répondent pas intégralement au projet de revenu universel, mais enfin, ce sont quand même des avancées qui sont des avancées conséquentes. Je pense aussi là à tous les départements français qui aujourd'hui sont pour le revenu de base, veulent y travailler et passer de l'expérimentation à une première étape de mise en œuvre pour les 18-25 ans, par exemple. Sur la question du financement, c'est toujours l'argument qui est utilisé. Un, si on reste dans les cadres de financement actuels et dans la logique actuelle, je veux dire en gros de compétitivité, il est certain qu'on ne peut pas financer le revenu universel. Donc ça demande, il y a un lien entre le revenu universel et le changement de la société en général. Mais enfin, on voit bien que toutes les notions de PIB, dividendes, compétitivité ont été balayées par cette crise, en tout cas très fortement remises en cause, et il faudra faire en sorte d'ailleurs que ces gardiens ne reviennent pas en force à l'issue de tout cela, et que quand on veut notamment trouver des financements pour sauver le capitalisme, on les trouve, hein, visiblement. Hein, et là, on n'est pas à, comment dire, les 13 milliards évalués par les départements français pour un revenu de base aujourd'hui. On est à des sommes conséquentes et qui sont trouvées notamment par le biais de la planche à billets de la Banque centrale, etc., etc., etc. Donc moi, je ne dis pas que tout est facile, je ne dis pas qu'il ne faudra pas plusieurs étapes, qu'il ne faut pas des expérimentations, je ne dis pas tout ça, je dis qu'il y aura un revenu universel un jour. Le problème, c'est lequel.
Et on voit bien qu'il y a une instrumentalisation du revenu universel par notamment les néolibéraux, et notamment sa jeune garde, qui aujourd'hui dit, bon, bah, ok, on balaye toutes les prestations assises sur le travail, on ne fait plus qu'un revenu universel pour solde de tout compte. Nous, c'est à l'opposé de notre philosophie. Nous pensons qu'il faut conserver, moderniser et accroître la protection qui est liée au travail, mais qu'à côté de ça, parce que nous sommes citoyennes et citoyens, nous avons un droit à l'existence et que cela demande un revenu minimum pour au moins que nous puissions vivre et être un peu autonomes par rapport à nos choix. Tu l'as dit, il y a les vieux gardiens du temple qui sont encore là et qui essayent de nous remettre les vieilles solutions d'hier au goût du jour, puisqu'on voit toutes les décisions qui sont prises. Et on a évoqué les paradis fiscaux, ça a été retiré de la loi, les dividendes qui vont être versés malgré le fait que des entreprises continuent à exercer le chômage partiel. Aujourd'hui, on voit que le patronat et la droite, ils marchent quand même quelque part main dans la main pour rogner les droits des salariés et dire que ceux qui doivent payer la crise, c'est toujours les mêmes. C'est ceux qui aujourd'hui travaillent et qui ont des salaires faibles et pas de protection sociale. Et dans ces moments-là, j'ai vu que tu as signé un texte avec notamment Elsa Fossillon, par exemple. C'est quoi le rôle, quel rôle elle peut avoir la gauche et les écologistes dans ces moments-là? Est-ce que la question du rassemblement, elle est toujours posée avec autant de force et elle est peut-être plus que jamais d'actualité? Bah, c'est très simple en fait. Hein. On peut avoir le sentiment, si on pense que le capitalisme productiviste est en crise, ça veut dire que le macronisme est en crise. Parce qu'il en est sa représentation contemporaine, en France en tout cas, la plus actuelle. Et donc, comme il est en crise, il est fragilisé. Comme il est fragilisé, il va faire tout et n'importe quoi pour essayer de trouver des solutions. Mais ce n'est pas sûr qu'il résiste. Et s'il ne résiste pas, quelle est l'alternative? Aujourd'hui, dans la tête de plein de gens, l'alternative sur les idées, c'est plutôt ce que portent les écologistes et les gauches. Quand on regarde ce à quoi les gens sont aujourd'hui attachés, la question des services publics, la question de l'écologie, la question de la protection, la question d'en finir avec le libre-échange, des circuits courts, de relocaliser l'économie, etc. Et quand on leur pose la question, qui est en capacité d'incarner ça? Il n'y a personne chez les écologistes et les gauches qui surgissent. Pourquoi? Pas parce qu'on a des leaders plus bêtes que les autres, mais parce que tout simplement, on n'est pas rassemblés. Et comme on n'est pas rassemblés, ce n'est pas crédible. Et donc, il faut gagner aujourd'hui la crédibilité. Il y a un paradoxe, c'est que dans les têtes, alors que ça n'a pas été le cas pendant longtemps, je pense que ce que portent les écologistes et les gauches sont en train de regagner du terrain très fortement, mais il n'y a pas encore l'outil politique, cette traduction-là, en tout cas, cette efficience. Et donc, il n'y a pas d'autre méthode que le rassemblement. De toute façon, la gauche gagne rarement des unis, ou quand c'est le cas, sa politique reste rarement de gauche très longtemps. Bon. Donc, du coup, c'est ce qu'on veut dire, nous, avec Elsa Fossillon, avec Clémentine Autain, avec Alain Coulombelle de ELV. C'est pour ça qu'on a fait ce texte. Mais il y a plein d'initiatives partout aujourd'hui. Il y a plein de discussions partout aujourd'hui. Mais ces discussions, elles restent peut-être un peu trop parisiennes, entre guillemets. Sans doute en ce moment, un peu d'état-major dans les couloirs virtuels et numériques que nous utilisons aujourd'hui. Peut-être qu'il va être temps aussi que partout dans le territoire, dans les régions, eh bien, les gens s'en saisissent et qu'il y ait des initiatives qui soient prises, parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que si la société civile et dans les territoires, il n'y a pas une pression forte qui est mise, on risque de buter sur des trucs du style c'est qui le candidat? Bah non, mais moi je veux pas parce que je veux être aussi candidat. Oui, mais moi au régional je tente. Enfin, ce truc qui aujourd'hui pourrait nous tuer. Et donc je crois c'est bien ce qu'on fait au niveau national là, de commencer à vraiment rediscuter. Et il y a des initiatives qui avancent et qui sont intéressantes, mais ça ne suffira pas s'il n'y a pas une mobilisation citoyenne dans tout le pays. Cette question du rassemblement, on sait elle a toujours animé la gauche, puisqu'elle revient inlassablement sur les dernières années et elle s'est fracassée malheureusement sur toutes les échéances électorales. Il y a aujourd'hui un autre outil qui peut être utilisé pour résorber la crise, c'est la question de l'Union européenne, pour répondre aux attentes des gens. Tu as été député européen, donc tu as un regard particulier sur cette question-là. Hier, Emmanuel Macron il s'est exprimé après le Conseil européen en disant si on abandonne une partie de l'Europe, c'est toute l'Europe qui va tomber. Donc c'est évidemment des mots forts, mais qui sont souvent suivis peu d'actes. Quel regard tu portes aujourd'hui sur le comportement de l'Union européenne, sur le fait que malheureusement elle n'arrive pas à exercer sa solidarité, puisque hier il n'y a encore une fois pas eu d'accord commun, et comment on peut créer les conditions de refaire de l'Europe un outil du commun qui soit utile aux gens, parce qu'on a un vrai risque de dislocation et une porte ouverte derrière aux nationalistes.
En fait, le piège dans lequel on est tombé, c'est que on s'est dit on va faire le marché unique, la zone euro, tout ça, puis la politique suivra. Et ben, en fait, non, parce que comme c'était au moment de la révolution néolibérale, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait le marché unique, la zone euro, puis on n'a pas fait le reste. Et donc, chacun reste campé sur ses égoïsmes nationaux. Et en effet, là où Macron a raison, c'est que il y a une solidarité de fait en Europe. C'est que si il y a les pays qui, en gros, aujourd'hui se portent le mieux économiquement, ne font pas des efforts, c'est leurs propres consommateurs des produits, notamment qu'ils exportent, qui se sentiront en difficulté et au bout d'un moment, eux-mêmes seront en crise. Le problème, et moi, je pense depuis longtemps, le problème, c'est que si on laisse le cadre là tel qu'il est, ça ne va pas bouger. Alors, il y a toutes les histoires de est-ce qu'il faut refonder l'Europe à travers les traités, mais tout ça, à la limite, c'est du blabla théorique. Ce qui est important, c'est comment on pourrait agir maintenant. Et pour moi, il y a trois voies. La première voie, tout d'abord, c'est le Parlement européen. Le Parlement européen, aujourd'hui, il a une majorité de droite, faut être clair. N'empêche que si les gauches et les écologistes fortement disaient, eh ben voilà, nous faisons la proposition aujourd'hui et qu'ils la communiquaient bien, que le Parlement européen se met en grève de vote, ne valide plus rien tant qu'il n'y a pas des changements fondamentaux qui sont faits sur un certain nombre de sujets, moi je pense que ça aura du poids. Mais ça n'aura du poids que si la société civile se mobilise. Et on sait le rôle notamment des ONG et des syndicats au niveau européen. S'il y avait, j'allais dire, mais pas simplement des grands textes qui font des propositions, mais quelque chose d'un peu ferme sur l'idée de dire, bah, nous aussi, par exemple, on soutiendra le Parlement européen si le Parlement européen fait cela et on tiendra face aux États, face à leur égoïsme, etc. Je suis persuadé que ça aura du poids. Et puis enfin, il y a une dernière solution. Je ne sais pas si c'est une solution d'ailleurs, mais en tout cas, c'est quelque chose à explorer et qui peut. Je n'ai pas de certitude, mais il faut quand même l'interroger. C'est que si à un moment, sur la question notamment de la mutualisation des dettes, il n'y a pas de progrès, bah, peut-être que la France pourrait proposer à certains partenaires, notamment européens, de faire, je vais dire, un premier cercle de mutualisation. Alors, c'est sûr que c'est nous qui paierions un peu pour les autres. On serait un peu l'Allemagne de cette chose-là, évidemment, si on s'adresse à l'Italie, l'Espagne, la Grèce, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, ça prouverait aussi notre crédibilité, parce que c'est un des points que je vais aborder. Macron, il fait de super discours, tout ça, c'est très bien. Les Français sont connus pour faire de très beaux discours sur l'Europe, mais tout le monde sait que nous pratiquons largement l'hypocrisie. C'est-à-dire que quand nos intérêts nationaux sont menacés, ou plutôt les intérêts de nos capitalistes nationaux sont menacés, on est les premiers à les défendre également. Donc, il faut faire attention parce que la crédibilité de la France aussi est fortement remise en cause par son manque de sérieux entre les discours et les actes. Tout à l'heure, tu parlais d'initiatives, y compris en territoire, parce que la société civile, que ce soit les ONG, les syndicats et les citoyens plus largement, s'ils ne sont pas acteurs de leur propre destin, ça ne marchera pas. Les organisations politiques, elles ne vont pas faire seules. Ça pourrait être quoi, selon toi, la première initiative concrète qui pourrait être prise dans les jours ou dans les semaines à venir? Parce qu'on sait qu'à l'état d'urgence sanitaire et le confinement, c'est compliqué, il faut rester chez soi, mais dès qu'on sera sorti à peu près de tout ça, qu'est-ce qu'on peut prendre comme première initiative pour faire en sorte que dans le débat public, la gauche et les écologistes, ils portent quelque chose qui crée une perspective pour les gens, en fait? Bon, d'abord, je sais qu'on est beaucoup à y travailler là, mais il va bien falloir quand même des textes communs larges, appuyés, signés, qui disent un certain nombre de choses là-dessus. Et moi, je crois qu'il y a quand même un rendez-vous. Le rendez-vous, c'est le mois de septembre, parce que on va quand même pas se retaper la collection des universités de rentrée des différents mouvements politiques à la file, à la queue leu leu, les uns les autres. On s'invite tous les uns les autres pour dire exactement la même chose. Peut-être qu'il est temps, là, partout dans le territoire, que les citoyennes et les citoyens prennent la parole pour dire, bon, maintenant, on se rassemble. Voilà, on fait un grand rendez-vous en septembre de tous ceux qui veulent aujourd'hui que les choses changent dans un sens humaniste. Et on va se prendre une date et on va se voir pour donner le grand élan de la refondation citoyenne dont ce pays a besoin. Et je termine là-dessus. Je sais que vous avez adressé justement une lettre ouverte sur le revenu universel à toutes les forces politiques de gauche et aux écologistes. Vous avez eu des retours ou aujourd'hui c'est stand-by?
Non, non, on a des retours. Bon, on sait que c'est une question par ailleurs qui n'est pas partagée par tout le monde aujourd'hui et nous, on l'assume. C'est-à-dire qu'on veut faire progresser le débat sur ce sujet. On n'en fait pas la condition sine qua non du rassemblement. On ne demande pas à tout le monde de soutenir le revenu universel d'existence, mais quand même de réfléchir un petit peu quand même à la période. Et donc, c'est pour ça qu'on veut débattre. Mais non, non, on a des retours. Julien Bayou va faire notamment la prochaine conférence numérique sur le RUE, il sera là. On a eu des retours d'autres mouvements politiques qui nous disent qu'ils sont intéressés pour débattre, mais ne sont pas forcément en accord sur tous les pans aujourd'hui du revenu universel. Ça progresse bien. Ok. Ben, écoute, merci de m'avoir accordé cet instant C'est d'échange. moi. Et, Moi. en espérant qu'en septembre, on se retrouve tous ensemble autour de la même table pour discuter des choses qui sont souvent nous rassemblent. Eh ben, je l'espère. Merci beaucoup à toi et à bientôt. Merci.